Alors ça, c'est facile. Ça, je peux vous dire. J'aime bien, il y a une phrase d'un juge que j'avais interviewé qui s'appelle Balthazar Garzón, qui est un juge espagnol, qui m'avait dit je comprends pas les braqueurs aujourd'hui qui prennent tellement de risques à braquer des banques alors que c'est si facile d'acheter une banque. Ça coûte rien. Donc mon conseil, si vous voulez blanchir de l'argent, vous allez aujourd'hui peut-être aux îles Fidji, où on peut acheter des banques pour pas grand-chose. Vous créez une banque, ensuite vous lui mettez de l'argent, et tout le problème de cette banque, c'est de rentrer dans le circuit. Et il faut arriver à un endroit qui s'appelle la Chambre de compensation internationale. C'est tout le thème de mon enquête sur Clearstream. Et cette banque, avec cette banque, vous allez prendre un banquier dans cette banque, vous allez payer, comme vous êtes très riche, donc vous avez beaucoup d'argent à blanchir, il faut que le banquier soit plutôt beau mec, ou même une nana, une banquière, avec un bien sapé, etc. Et puis, il faut que cette banque deal avec une autre banque. Donc si vous êtes aux îles Fidji, vous allez aller en Australie, par exemple, et vous allez trouver une banque australienne, mais la banque australienne va savoir que l'argent est un peu pourri, mais comme vous laissez un petit peu de commission, elle va accepter votre deal, elle va accepter votre argent. Vous avez franchi une première étape. Ensuite, cette banque, il faut qu'elle s'approche, comme je vous le disais, de la chambre de compensation. Une fois qu'elle sera dedans, ça sera très facile, votre argent sera blanchi. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans ce circuit-là. Et une chambre de compensation, c'est un conglomérat, on va dire, bancaire, où on achète, on vend des devises, des actions, des obligations ensemble, etc. Une fois que vous rentrez dans ce circuit-là, c'est bon, vous pouvez ressortir de l'argent où vous voulez et vous créez un circuit qui est intraçable. Jusqu'à ce que un contrôle se fasse sur ce type de circuit. Et un de mes grands combats, c'était de faire connaître ces pratiques-là et de faire en sorte que des contrôleurs puissent contrôler tout ça. Mais pour l'instant, c'est tranquille, vous pouvez y aller. Même avec Daesh, ils n'ont pas encore contrôlé. Et c'est comme ça que Daesh, d'ailleurs, se finance. Il faut vraiment choisir entre les deux. Mediapart. Bah, c'est l'école de la vie, quoi. C'est con ce que je vais dire, mais voilà, c'est tout. C'est à un moment donné, si vous êtes cette conscience éveillée, la douleur que vous fait l'injustice est plus forte que tout, et donc il faut vous arranger pour balancer l'info. Après, tu peux choisir, mais moi je préfère toujours la littérature, c'est-à-dire que j'apprends beaucoup plus de choses en lisant des romans qu'en lisant Noam Chomsky. J'ai adoré lire Noam Chomsky, mais ce qui m'a formé le plus, c'est de... Alors ces gens-là m'ont formé, mais moi par exemple le premier livre que j'ai lu, alors, indépendamment de Kavanagh, de tout quand j'étais adolescent, mais qui m'a donné envie d'écrire ce que j'écris, c'est Truman Capote, De sang-froid. Qui est c'est la première fois que ce livre va changer ma vie. Après, il y a tous les livres de Richard Brotigan, qui est un Américain que peut-être vous connaissez pas, mais il faut lire Un privé à Babylone, ou il faut lire La vengeance de la pelouse. Et derrière lui, il y a John Fante, il y a Charles Bukowski, il y a tous ces gens-là. Après, si on est dans les auteurs plus politiques, Noam Chomsky, effectivement, mais plus regarder ses conférences ou ses films que ses livres, parce que c'est pas quelqu'un qui écrit formidablement. C'est un orateur, c'est une puissance intellectuelle, mais ses livres sont assez chiants, me semble-t-il, sauf celui que j'ai fait avec lui, qui s'appelle 2 heures de lucidité, puisque je suis un des premiers en France, en tout cas, à avoir fait un livre d'entretien avec Noam Chomsky. Donc il faut lire 2 heures de lucidité. Tu sais, il met pas grand-chose, hein. Il arrive avec sa bite et son couteau, quoi. C'est un peu ça En général, il faut incarner un stylo. Mais à un moment donné, quand tu as confiance en toi, tu te rends compte que c'est ta mémoire qui fait le tri et t'écris, quoi. Mais c'est quand t'es écrivain,
Moi, j'ai une définition assez particulière du journalisme. Quand tu es journaliste, aujourd'hui, en tout cas, d'abord, il faut être web journaliste, c'est-à-dire que tu peux plus être que sur le papier, évidemment, et il faut être le plus précis, le plus rigoureux, le plus curieux possible, et il faut toujours donner la parole à ceux que tu mets en cause. C'est la première chose à faire. T'es pas là pour régler des comptes, t'es là pour approcher d'un truc qui s'appelle la vérité, quoi. J'avais un problème avec ça pendant longtemps parce que j'avais du mal à en parler, parce que la vérité, c'est un concept un peu religieux, etc. Mais non, la vérité, c'était une discussion que j'avais eue avec Noam Chomsky d'ailleurs. Noam Chomsky m'avait dit, tu vois, cette table, elle est noire, tu peux pas me dire que c'est pas une table et qu'elle est pas noire. C'est ça la vérité. C'est aussi con que ça, quoi. Donc, à un moment, il faut pas les lâcher, quoi. Les types veulent pas vous répondre. En général, un type qui veut pas vous répondre, c'est un type qui a quelque chose à cacher. Et donc, le rôle d'un journaliste, c'est d'aller dévoiler. C'est pas d'être un délateur, mais généralement, quand un type a quelque chose à cacher, sauf si c'est quelque chose d'intime, évidemment, c'est pas le problème. Mais généralement, c'est pas. Voilà, il faut aller au bout, et puis à un moment donné, il y a le moment de l'écriture, quoi. Donc un journaliste, il faut qu'il ait sur son kit, à part un carnet, un stylo, un magnéto, une caméra maintenant, il faut être un peu Shiva, quoi. Il faut avoir une grande pugnacité, quoi.